Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission, ces nouveaux numéros de votre magazine à l'offensive. Vous êtes sans ignorer que nous sommes le 24 avril aujourd'hui, une date pas très historique sur le plan politique. S'il faut partir des années 90 avec Mobutu, le pluralisme politique consacré aujourd'hui, considéré un peu comme une date, une fête de la démocratie en République démocratique du Congo. Je crois que ça doit faire déjà jour pour jour 29 ans que depuis l'espace politique congolais a été libéralisé avec le président Mobutu. Est-ce que cette date peut être considérée comme une date de naissance de la démocratie congolaise, où il faut remonter un peu pour voir les élections, l'alternance politique? Est-ce que la démocratie a permis au Congo d'atteindre son développement? Mais comment, dans un régime démocratique, travailler pour le développement de son pays? On en parle aujourd'hui. D'ailleurs, on va aussi aborder d'autres questions d'actualité, effectivement, liées à la démocratie. Et ce soir, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous, à l'offensive, Monsieur Norbert Yamba Yamba. Il n'est plus à présenter. Vous êtes au cadre de l'IDPES. Merci bien. Vous avez un parcours politique très exceptionnel, président Norbert. Bon, nous sommes bâtis depuis notre jeune âge. Vous savez, c'est en 22 adhésions que nous avons commencé ce combat. On y est resté parce qu'effectivement la situation n'a pas changé. Il fallait tenir bon pour que véritablement un jour on puisse voir notre pays fonctionner autrement. Donc parcours exceptionnel, je ne pense pas, mais engagement, détermination, oui. Mais qui représente pour vous la date du 24 avril? La date du 24 avril, c'est une date historique. Parce que pour une fois, après avoir connu 80 ans de colonisation, 32 ans d'une dictature perfectionnée, et voilà, les colonisateurs comme les héritiers de la colonisation ont décidé véritablement de restituer la République aux citoyens. Cette date constitue la symbolique même de la démocratie dans notre pays. Et donc, nous avons cru, au travers de cette date, que c'était le début du commencement pour que les Congolais et le Congo soient en mesure, véritablement, de permettre à tous les citoyens, j'allais dire congolais, de pouvoir trouver leur compte. Donc la date du 24 avril, c'est une date qui insuffle une nouvelle dynamique autour de la gestion de notre pays. Et que je considère comme la restitution de la République aux citoyens, que je considère comme étant le décollage du changement entendu par notre peuple. Bon, ça, ce n'était que des souhaits. Il fallait vérifier tout au long du processus. Est-ce que c'est correct de lier à cette date la démocratie ou la naissance de la démocratie dans le pays? Bon, écoutez, même avant 1990, on a parlé démocratie. Vous savez, les élections ont eu lieu déjà dans les années 57 dans notre pays. On a élu les bourgmestres des communes de la place. Il n'y avait pas que ça. Même pendant le régime monopartiste, etc., on organisait des élections. Mutantis mutandis, même pour les régimes aujourd'hui, etc., on organise des élections. Mais la question, c'est de se poser, de savoir, est-ce que les élections, est-ce que la démocratie, sa respiration permet aux Congolais de trouver leur compte? Alors à cette question, je peux dire que dire naissance, je ne pense pas, mais c'est un début du commencement. C'est un début du commencement parce que... Mais on a comme l'impression que la démocratie a beaucoup plus servi le politique, le dirigeant que le peuple. Bien entendu, c'est une démocratie bourgeoise, c'est une démocratie des argentiers, c'est une démocratie des confiscations, c'est une démocratie de l'élite. Et cette démocratie n'est pas véritablement une démocratie. Vous savez que la démocratie elle-même, c'est une illusion. Je lisais il n'y a pas longtemps Aminata Traoré, qui est une des panafricanistes la plus outillée, etc., qui croyait que c'est un instrument de domination. Donc c'est pratiquement une illusion pour faire croire aux uns et aux autres que ben voilà, donc le pays nous appartient, nous sommes copropriétaires, et pourtant le pays appartient à un groupe de personnes qui ont construit des îlots d'abondance dans un océan de misère. Et donc tout ce que nous croyons être démocratie aujourd'hui doit aller davantage vers la perfection. Parce que tant que le peuple n'est pas encore en mesure
n'est-ce pas, de se prendre en charge et de considérer que la République lui appartient. La République, c'est son village, c'est sa plantation, c'est son église. Tant que notre peuple n'aura pas compris cela, donc ça sera véritablement une démocratie fictive, une illusion, une rêverie romantique. Voilà. Est-ce que notre démocratie a grandi après l'alternance démocratique qui a porté à la tête du pays un opposant? Vous savez qu'on ne fait pas la démocratie avec 3% de la population. Lorsqu'on a commencé, je ne pense pas même pas qu'il y avait 3% qui comprenaient les enjeux et les tenants et les aboutissants de la démocratie dans notre pays. C'est vrai qu'il fallait beaucoup de douleurs d'enfantement pour que cela puisse servir véritablement de référence et des leçons d'apprentissage vers le processus démocratique. Oui, il y a eu 32 ans de dictature perfectionnée, il y a eu 18 ans, n'est-ce pas, d'une situation qui n'est pas très contraire à la situation de la Première République, de la Deuxième République. Et donc aujourd'hui, sincèrement, sans être fanatique, je suis en train d'observer certaines choses que nous avons hier souhaité que ça soit opérationnel. J'allais dire, par exemple, la liberté d'expression. Beaucoup de gens passent à la télé, etc., organisent des meetings sans être inquiétés. Il y a des personnes, véritablement, qui ont été placées dans des prisons, des cachons cachés, etc., sous la surveillance d'une telle ou telle personne, etc. Ces prisons-là sont en train, véritablement, de disparaître totalement. Lorsque on regarde au sein de même de la chaîne nationale, comment les opposants passent. Lorsque je regarde les nombres d'injures, et encore que cela n'est pas le thermomètre, ce n'est pas le baromètre, n'est-ce pas, pour considérer véritablement la démocratie. Bon, c'est un problème d'éducation, ça c'est évident. Mais en tout cas, lorsqu'on écoute les propos qui sont lancés en termes de boulet rouge vers le président de la République, personne n'est inquiété. J'ai dit, ok, on y est, mais encore qu'il faut construire la performance en mettant véritablement des garde-fous pour que la liberté de telle ou telle personne s'arrête là où commence la liberté de l'autre. Mais quand on écoute Fayoulou réclamer la vérité des urnes, il y a à quoi s'inquiéter pour notre démocratie. Bon, la démocratie elle-même, c'est une gestion des contradictions. Mais est-ce que l'opposition a compris son rôle dans un régime démocratique? Bon, mais c'est une sorte de douleur d'enfantement. Parce que la démocratie elle-même, c'est un processus importé. C'est une donne importée. Cette donne doit être intégrée dans la culture, dans nos attitudes, dans notre état d'esprit, etc. Il me semble qu'on n'y est pas encore. Et donc, mais au moins, certaines choses, par exemple, déclaration, pétition, donner son point de vue, bon, on est en train d'avancer. Mais bon, quand quelqu'un fait une réclamation, bon, c'est de son droit. Mais au moins, là où nous nous réjouissons simplement, c'est que, oui, on fait la réclamation, mais on n'a jamais prouvé qu'on a véritablement été à mesure. L'opposant, c'est celui qui n'a pas perdu aux élections, mais c'est celui qui réclame sa victoire volée lors des élections. Mais est-ce que cette façon de faire, on l'a connue sous Kabila avec le président paix à son âme, Étienne Tshisekedi, avec Félix Tshisekedi, on connaît encore la même chose. Est-ce que ça fait vivre notre démocratie, cette façon de faire? C'est différent. Avec Étienne Tshisekedi, il y avait un régime qui s'est comporté à sa manière, etc. Et que c'est très clair qu'il y a eu un résultat et le président Tshisekedi avait contesté, mais finalement, on ne pouvait pas faire autrement, compte tenu de la nature du régime. Mais ici, Félix n'a jamais été au pouvoir. J'allais dire le président Félix n'a jamais été au pouvoir. Martin Fayoulou, qui réclame la vérité des urnes, a été avec son compagnon d'élite, qui est la personne du pays, Félix Tshisekedi, qui a été président. C'est pas de tous ces partis politiques qui se réclamaient de l'opposition radicale, etc. Bon, les élections faites, et puis le président Félix a été proclamé président de la République. Moi, je pense que, étant donné que tous les deux se sont battus pour construire une alternance dans notre pays, tous les deux ont observé la difficulté véritablement dans ce pays de construire une dynamique démocratique compte tenu d'un certain nombre de choses que nous avons observées. Moi, je pense que le bon sens serait souhaité. Après avoir
écouté le résultat de la CEDI, après avoir écouté, n'est-ce pas, le verdict de la Cour constitutionnelle, que les gens comprennent que voilà, au moins nous avons gagné une partie, c'est un acquis, profitons de cet acquis, capitalisons-les et avançons pour gagner d'autres petites victoires qui permettraient véritablement de restituer la République aux citoyens. Il me semble que, bon, on est pris dans un autre engrenage qui frise la haine et qui donne l'impression que nous sommes dans un écosystème politique de pourriture intrinsèque. Je pense qu'au fur et à mesure, la nuit porte conseil, on finira par comprendre quel est l'essentiel du travail que nous devons faire et comment nous entendons construire une intelligence collective pour que les uns et les autres puissions mettre en place ce qu'on peut appeler union sacrée dès l'aube. Union sacrée, ça peut même prendre certaines personnes du FCC, pourquoi pas, et de l'opposition, pour qu'ensemble nous puissions relever le vrai défi qui est celui de lutter contre la pauvreté. Mais comment comprenez-vous l'attitude de certains qui hier étaient avec Martin Fayulu dans la Mouka, mais qui aujourd'hui commencent un peu à changer de discours? Je parle de Moïse Katumbi par exemple, Jean-Paul Bouemba, Franck Diongo et consorts. Comment vous comprenez, vous interprétez cette attitude? Les réels politiques, et puis chaque chose a son temps. Et puis entre nous, sincèrement, dans ce pays, lorsque on veut parler d'un personnage crédible, qui s'est investi, qui se bâtit pendant tout au long, et qui a sacrifié toute sa vie, y compris la vie de sa progéniture, c'est Etienne Tshisekedi. Et donc, Etienne Tshisekedi a laissé un héritage. C'était le rassemblement. Et ce rassemblement a été présidé par Félix Tshisekedi, qui était censé être le candidat naturel. Il existe toujours cette structure. Excusez, le candidat naturel de l'opposition. Malheureusement, il y a eu des forces, il y a eu des pesanteurs, et les choses se sont tournées autrement en Genève. Et c'est très clair qu'il y a eu, et ça ne va pas à Genève, parce que les gens parlent de la vérité des urnes, mais on ne parle de moins en moins de la vérité de Genève. Et c'est là justement la pomme de discorde. N'eût été Genève, avec ses équilibrations, avec ses gesticulations, je pense qu'on n'aurait pas à avoir aujourd'hui la situation que nous sommes. Sans Genève, il n'y aurait pas eu cash. Mais est-ce que vous pensez que... Bon, j'ai posé la question, est-ce que le rassemblement existe? C'était ça ma communication. Mais je peux en rajouter une autre. Mais où placer tous ceux qui quittent la Mouka pour rejoindre le président Félix Tshisekedi? Ils vont adhérer dans cash ou il faut envisager autre chose? Il y a deux possibilités. Il y en a ceux qui vont adhérer, dans le regroupement politique. Il y a des évolutions. Il faut capitaliser les évolutions sur le plan politique. On était un rassemblement, mais il y a eu des évolutions. Aujourd'hui, on parle de regroupement politique. Demain, on ne sait pas. On est en train de faire une sorte de recomposition du tissu social. Il y en a ceux qui vont accepter véritablement de travailler avec Félix Tshisekedi. Est-ce que c'est cash, c'est autre chose? Nous ne savons pas encore, parce que là, on est dans une sorte de coalition. Parce qu'on ne parle plus de cash ou de CC, mais on est dans la coalition. C'est très clair que le seul leader, manager potentiel, c'est Félix Tshisekedi. Cependant, il y en a ceux qui vont accepter véritablement de s'impliquer dans cette dynamique-là. Mais il y en a aussi ceux qui vont accepter le président Félix comme président de la République, mais qui véritablement accepteront de faire l'opposition, une opposition constructive. Et donc, ils peuvent sortir de la Mouka en deux phases, deux niveaux, ou deux compartiments, ceux qui adhèrent et acceptent véritablement de bosser avec lui. Il y en a ceux qui acceptent de le reconnaître comme autorité de la République, mais qui peuvent faire aussi l'opposition. Ça ne va pas gêner la cohabitation avec le FCC? Parce qu'il y en a qui rentrent, mais qui sont restés anti-kabilistes, anti-Kabila. Mais il faut que... leur discours. Mais voilà, être un leader, en tout cas, je suis manager de formation, de carrière, être un leader, c'est la capacité de faire des arbitrages. Lorsque vous avez une diversité d'intérêts et d'opinions, le leader est là pour faire les arbitrages et donner la voie de sortie. On a besoin de cette union, John. On a besoin de cette union sacrée. Le pays est à genoux. Il faut mettre ensemble ceux qui se mettent d'accord et non ceux qui ne se mettent pas d'accord. Non, mais se mettre d'accord, ça veut dire quoi? C'est autour des orientations, autour d'un agenda commun, autour d'une stratégie collective. Les divergences, on peut les mettre au frigo. Regarde, cher John, je suis allé ici en Allemagne, le moment où il y avait diversité de compréhension et de travail entre les sociaux-démocrates et les conservateurs. Mais à un moment donné, lorsque je pars en province, je trouve que les conservateurs, finalement,
sont arrivés à construire une coalition avec les sociaux-démocrates qui étaient censés véritablement être des rivaux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un listing là où ils sont d'accord, là où ils ne sont pas d'accord. Et là où ils ne sont pas d'accord, ils ont mis ça au frigo. Là où ils sont d'accord, ils ont monté un programme. Que ça produit en finalité? Et puis bon voilà, aujourd'hui, Airfit est parti de 5 milliards d'euros à 9 milliards hein, en termes de budget, etc. Parce qu'effectivement, il y a une synergie gagnante. Et donc, ça, c'est le travail du président de la République et aussi, n'est-ce pas, des institutions de la République. Parce que ces institutions sont régentées par un certain nombre de dispositions juridiques. Et ces dispositions juridiques constituent des garde-fous qui régulent le comportement de tout un chacun. On peut avoir une diversité d'opinions, mais lorsque vous êtes dans un cadre où vous devez discuter et élever les options, il y a quelqu'un qui endosse pleinement la responsabilité pour régler la situation. Et lorsqu'il prend position, il ne faut pas amener des émotions toxiques pour aggraver la situation déjà précaire. Alors, les élections du bureau définitif, encore un coup contre la démocratie parce que l'opposition n'y est pas, n'y participe pas. Et quoi pour le président Félix Tshisekedi? Il y a trop de douleurs d'affrontement, vous savez. Il y a trop de douleurs d'affrontement. 15 ans après, vous le pensez? Oui, mais écoute, c'est un problème d'avoir le cœur dans l'ouvrage. Pourquoi nous nous sommes battus? Pourquoi l'UDP, ça fait 38 ans aujourd'hui de combat? Simplement parce qu'il y a des pouvoirs récidivistes et réfractaires. Ceux qui pensent que, bon, lorsqu'il y a le pouvoir, c'est circulant, c'est du miel, il y reste, et il reste de n'importe quelle façon. Ça c'est évident. Et donc, si vous vous trouvez devant une situation où les gens n'ont pas le cœur dans l'ouvrage, vous avez vu comment les élections provinciales se sont organisées. Vous avez vu ces élections-là. Aujourd'hui, c'est 90% pour le FCC. Et ils savent pourquoi. Il n'y a pas compétition. Je me suis beaucoup. Oui, ils savent pourquoi ils... Ce sont vos alliés aujourd'hui. Bien entendu, mais je vous montre qu'en fait, bien que les alliés, nous les voulons. Simplement parce qu'il faut sauver notre peuple. Nous voulons, parce qu'effectivement, il faut construire un climat de paix. Notre pays en a besoin. Nous sommes les dindons de la farce en Afrique. Et nous avons besoin effectivement que les Congolais se mettent ensemble pour constituer ce que nous appelons la synergie gagnante dans la perspective d'avancer. Mais écoutez, on ne va pas changer quelqu'un en une minute. Chercher le naturel, il revient au galop. Il y a toujours des comportements, finalement, qui frisent une certaine résistance. Mais on ne va pas non plus lâcher prise, simplement parce qu'il y a résistance au changement. Eh bien, nous sommes ensemble, au fur et à mesure que nous sommes en train de construire un autre moule qui va générer un autre système politique. Parce que le système politique haïtien doit être déboulonné, doit être déraciné, déconstruit, démoli, détruit. Mais vous savez les réactions que ça a suscité, c'est bien entendu, le choix de bien entendu, quand on est habitué à la sauce, eh ben, on ne peut pas vouloir quitter véritablement. Vous semblez un peu éviter cette question à l'Assemblée nationale, où pratiquement dans toutes les fonctions, on a des candidats ou des candidatures uniques. Mais est-ce que ça ne va pas discréditer l'Assemblée nationale moi, élection? Moi, je pense que, bon, et ça, le combat du président de la République, c'est vrai que ce n'est pas normal que, bon, des candidatures uniques, etc., encore qu'il y ait des candidats. Mais lorsqu'on a des candidats, et que, bon, on ne leur donne pas la possibilité, encore qu'il faut interroger la loi, et tout cela faisant commune, bon, on peut bien comprendre qu'il y a encore des problèmes, il y a encore des douleurs d'enfantement. Mais quand cela ne tienne, la responsabilité du président de la République, qui est censé être le leader, l'unique leader, n'est-ce pas, de la coalition, va chercher pouvoir donner un engouement, donner la force aux institutions de dissuasion, notamment la justice, et toutes ces institutions qui fonctionnent, pour qu'il y ait un système de surveillance mutuelle de manière à éviter des choses qui peuvent véritablement remettre en question toute la dynamique que nous mettons en place. Est-ce que le cash n'est pas perdant dans cette coalition avec le FCC? Lorsqu'on regarde les données, parce que regarde, notre pays, cher John, est géré à 3 niveaux. Il y a le niveau central, et le niveau provincial et le niveau local. Le niveau local, vous avez les villes, vous avez les communes, le secteur et les chaufferies. Au niveau central, c'est le gouvernement de la République, le président de la République, donc cet exécutif bicéphale, etc. Vous avez le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Au niveau provincial, vous avez l'Assemblée provinciale, vous avez le gouverneur, vous avez le ministre, etc. Motandis pour les villes, communes, les compagnies. Alors maintenant, quand vous regardez les élections,
Au niveau provincial, c'est le FCC. 90% pas, des assemblées provinciales sont occupées par le FCC. Où est l'alternance? On dirait véritablement une programmation. Bon, on n'y revient pas. On n'y revient pas. Que j'explique un peu ces choses-là parce que c'est un débat intellectuel. Et donc, vous avez des gouverneurs FCC. Et puis, lorsque vous venez au niveau national, vous avez le président de la République, c'est vrai, chef de la coalition, mais qui vient du cash. Et quand on regarde l'Assemblée nationale, 80% c'est FCC. Quand on regarde le Sénat, 90% c'est FCC. Bientôt, alors maintenant, à différents niveaux, se prendront des décisions. Je sais la volonté volontariste de notre président de pouvoir se battre pour que le Congo fonctionne autrement. Je suis même en train de me poser la question, parce que lorsqu'on a la majorité à l'Assemblée, c'est qu'on aura un Premier ministre qui va sortir véritablement de ces rangs-là. Comment on va s'y prendre? Le président peut avoir de bonnes volontés. Va-t-il aller à l'Équateur pour remplacer le gouverneur? Va-t-il aller au Katanga? Va-t-il aller au Sankourou, etc.? Mais si ces gens-là, parce que nous avons dans les dispositions constitutionnelles, même dans les lois réglementaires, ce qu'on appelle des compétences exclusives et des compétences concurrentes. Mais toutes ces provinces auront des compétences exclusives. Comment on va s'y prendre? Lorsqu'on a des assemblées provinciales qui sont FCC, des gouverneurs FCC, mais il y aura complotation. Comment vous allez déboulonner? Bien entendu, c'est comme ça. Heureusement que notre président est censé avoir la responsabilité de faire de réguler les services de l'État, de veiller au bon fonctionnement des services de l'État. C'est vrai qu'il y aura des difficultés. Simplement parce qu'on ne sait pas. On est à Kinshasa, le président serait ici à Kinshasa, mais il ne sait pas ce qui va se passer à Kasumbalesa, il ne sait pas ce qui va se passer à Tchela, il ne sait pas ce qui va se passer à Lomela. Si, effectivement, tous ces endroits-là sont gérés par le FCC. Encore qu'aujourd'hui, plus que jamais, le Congo, notre pays, cher John, est à genoux. Nous sommes le dernier des derniers. Oui, nous sommes les derniers des derniers et nous avons intérêt aujourd'hui. Parce que nous avons bloqué le développement de l'Afrique. Que nous puissions véritablement, FCC comme Cash, Lamouka, etc., de comprendre que personne ne nous respecte. Mais comment corriger? C'est quand même une erreur, il faut le révéler. Comment se rattraper pour la primature et la mise en place d'une équipe gouvernementale? Oui, mais écoute, ce sont des discussions qui se font. Il y aura un Premier ministre. Le problème, c'est que le FCC ne comprend pas. Ils ont accepté naturellement la coalition. Le président sortant l'a dit. Et au finish, il y a eu même un communiqué qui a attesté véritablement la coalition. Et si nous sommes en coalition, c'est que nous sommes un corps. C'est vrai qu'il y aura des rapports de force à l'intérieur de la coalition. Mais c'est lui qui est censé être le leader unique par rapport à la coalition, c'est le président de la République. Et le président de la République a été élu au suffrage universel direct. En tout état de cause, il a la confiance de notre peuple. Et il a la responsabilité de souffler une dynamique qui permette véritablement à ce que notre peuple trouve son compte. Donc le tâche peut aussi proposer. Oui. Et maintenant, si le président de la République, qui est le leader, est contesté de la coalition, estime avoir tel ou tel, d'abord il définit un porteur robot, il laisse ce porteur robot. Il va voir quelle est la personne à l'intérieur de la coalition, qui a tel ou tel profil, qui a tel ou tel background, qui permettrait véritablement à ce que le programme qu'il a présenté à notre peuple et qui véritablement lui a renvoyé leur adhésion. Quelle est la personne qui pourrait faire ce travail-là? À ce moment-là, il peut les choisir. Le cash peut aussi, Ozora peut aussi être choisi au sein du cash. Bien entendu, parce que regarde, l'article 169 dit très clairement que le président de la République définit les politiques publiques en concertation avec le Premier ministre. Nous ne sommes pas à une cohabitation à la française. Nous sommes obligés, peu importe la venue, la source de provenance du Premier ministre, il doit définir les politiques avec le président de la République. Mais le président de la République a le leadership par rapport à la dynamique de la coalition. Alors si le président de la République regarde, il a la photographie de tous les leaders à l'intérieur de la coalition. Il est capable de dire telle personne correspondrait. Mais pour éviter les frustrations, pour éviter, n'est-ce pas, des stress à l'intérieur de la coalition, le président de la République peut dire, à l'intérieur de la coalition, il y a tel ou tel regroupement il y a autant
autant, en termes de rapport de force, qu'il y a autant de personnes, qu'il y a autant de députés, etc. Il est tout à fait normal qu'on puisse lui confier la responsabilité. Mais, attention, bien qu'il adhère naturellement par rapport à cette gestion interne, n'est-ce pas, de la coalition, mais il doit définir quel est le portrait. Et à l'intérieur même de cette coalition, même s'il y a un regroupement politique qui a, n'est-ce pas, la responsabilité de présenter un candidat, il faudrait que ce candidat soit conforme au portrait robot défini par le président de la République. Vous ne pouvez pas quelqu'un qui voudrait et qui vous dit à tout moment que je viens pour l'alternance, je viens pour que le Congo fonctionne autrement, je vais arrêter la corruption parce que ça fait notre pays la place de 224 sur... Mais le problème, c'est la provenance. Bien entendu. C'est la provenance. La Au-delà du provenance. portrait robot. La provenance, oui. La provenance, mais c'est la personne qui provient, même s'il est du FCC, doit répondre à ce portrait robot. Regarde, s'il y a quelqu'un qui a été habitué, par exemple, au pillage des ressources, à la corruption, au tribalo régional... Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'essai, mais on va doser. On va doser pour savoir que tel s'est distingué ou ne s'est pas distingué. C'est très important, il n'y a pas d'essai. Mais à l'intérieur de ce, vous n'allez pas me dire que tous sont des médiocres. Il y a quand même certaines personnes qui sont capables véritablement de relever les défis. Mais vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui visiblement, aux yeux de tous, est connu véritablement. Comme quelqu'un qui a démoli, qui a déraciné, qui a déconçu tout un peuple. Et celui-là, vous le présentez. Non, c'est pas correct. C'est à ces niveaux. Est-ce que les divergences ont été aplanies avec cette rencontre lundi d'ailleurs, entre le chef de l'État et son prédécesseur? Bon, écoutez, le président, c'est le propre des hommes d'État, ils étaient ensemble. Je crois qu'ils doivent avoir discuté de cette question. Il n'y a pas eu un communiqué, mais j'estime que lorsque j'écoute même le président, etc., il doit y avoir une avancée dans le sens d'avoir un Premier ministre. Mais il ne faudrait pas que nous puissions en faire un problème, parce qu'en réalité, s'il y a eu blocage, c'est qu'effectivement, il y a eu un processus, c'est pas au niveau de l'Assemblée nationale. Il fallait un règlement intérieur, il fallait son adoption, il fallait l'examen par la Cour constitutionnelle, il fallait que tout ce processus... Et puis l'élection du bureau définitif. Les élections se font aujourd'hui. Donc le président ne pouvait pas faire autre chose avant que toutes ces formalités d'usage soient accomplies. Est-ce que les carottes sont déjà cuites quant à la répartition ou partage de responsabilités de portefeuille de l'État, surtout au niveau du gouvernement? Est-ce que ça a déjà été réglé? Ben, écoutez, ce sont des discussions qui se font, mais il y a des responsables, des responsables qui sont décidés à faire ces discussions-là. Mais je pense que quoi qu'on... ça peut traîner ou ça ne sait pas, ça peut ne pas traîner, etc. Mais on aura, quand on a un Premier ministre, il aura aussi la responsabilité de travailler dans la perspective... Avec 80% de ministres ici du FCC. Mais écoutez, vous parlez du FCC, moi je parle de la coalition. Quand il y a coalition, c'est fini, quoi, FCC, c'est fini, cash, dans une coalition où... C'est une coalition gouvernementale. Où on sent la domination de l'ancien régime, c'est ça le problème. Bon, c'est ça ce que vous dites. Ça choque l'alternance. Si c'était une domination, on aurait pu avoir un Premier ministre directement ici. Vous savez, et c'est ça qui m'inquiète en fait, quand j'écoute, même c'était de nos compatriotes qui sont dans la diaspora, etc., en train de dire que non, le président est ligoté, il est embrigadé, c'est un garçon de course, etc. Tous ces propos malveillants, cousus, amphibieux, etc. C'est trop fort, c'est vrai, mais est-ce qu'ils ont tort? Ben écoute, ils ont tort. Ils ont tort, sinon on n'aurait pas de détenus libérés. Si c'est faux, on n'aurait pas notre frère ici, Katumbi, qui a eu son passeport. Si c'était vrai, on n'ouvrirait pas l'hôtel Fadel House de Martin Fayoulou. Si c'était faux, on ne tiendrait pas compte du petit programme qui a été pris pour les 100 jours. Vous voyez, si c'est faux, on verrait tout de suite un Premier ministre sortir sans l'avis ni le consentement du président. C'est pourquoi j'ai toujours dit, et je continue à demander à mes frères et sœurs, nous venons de traverser des moments très très difficiles. Le pays est à genoux et nous avons l'opportunité d'avoir un homme qui a été rodé pendant un certain temps pour que le Congo se construise autrement. C'est vrai qu'il n'est pas parfait, mais il a besoin de la solidarité de tous. Si nous allons continuer toujours à lancer des boulets rouges,
On va dire quoi, les C'est ce que Congolais? vous avez fait aussi. Eh bien, nous avons lancé des boulets rouges, nous avons toujours critiqué le gouvernement de la République. Nous avons toujours critiqué le gouvernement de la République. Et il y a eu beaucoup de décisions qui ont été prises dans ce pays en fonction des critiques que nous avons. Mais lorsqu'on dit que non, tel, et il est là simplement pour faire la figuration, c'est plus qu'une insulte. Et pourtant, au regard des actes qui sont posés, on réalise finalement que c'est un homme qui sait prendre ses responsabilités. Est-ce qu'il a-t-il demandé la permission pour aller à Kisangani aujourd'hui? Non, c'est pas sérieux. De pont, ça fait l'objet bien entendu critique, effectivement. Oui, il doit inaugurer. Il devait absolument se déplacer pour inaugurer attention, de quelques mètres. Nous n'avons pas encore un gouvernement responsable. Le programme minimal qui a été élaboré par le président, qui a été présenté pour les 100 jours, c'est un programme dont il en assure la conduite et il en assure pleinement le leadership. Et donc, il ne peut pas, parce qu'il doit pouvoir s'adresser au peuple congolais, il doit voir de ses yeux quelle est la qualité des ouvrages qui ont été... Un petit peu de quelques mètres, bien entendu, mais ça fait partie de la programmation. C'est ça. C'est comme ça que chez nous, lorsque vous donnez à quelqu'un 100 $, et puis il vous ramène 80 $, il prend 20 $, il dit, mais je n'ai pris que 20 $. C'est du vol. Ah oui, et donc, quelle que soit la grandeur de l'ouvrage, on a intérêt à ce qu'on puisse avoir un ouvrage de qualité. Vous l'avez critiqué. Non. On n'a jamais critiqué Kabila pour autant. Kabila a toujours fait pour 5 ans. Inauguration, bien entendu, de travaux. Oui, mais ça va aller. On n'a pas de ministre potentiellement. C'est le rôle du chef de l'État d'aller inaugurer. Je vous dis que le programme de 100 jours, ça c'est le chef de l'État parce qu'il n'y a pas encore un gouvernement qui assure pleinement son leadership. Le retenir de ces programmes, ça fait déjà plus de 100 jours, je crois, ou bientôt ça va faire 100 jours. Bien entendu. Alors maintenant, laissez le président voyager, voir un peu ce qu'il y a eu, et il va faire un discours condensé où il rendra compte. Il a parlé d'un devoir de redevabilité. Le devoir de redevabilité, c'est-à-dire rendre compte à la population. Voilà ce que j'ai prévu, voilà ce que j'ai réalisé, voilà ce qui reste à réaliser. Voilà. Alors, pourquoi je ne l'ai pas réalisé? Parce qu'il y a telle raison. C'est cela, vivre dans une démocratie, dans une gouvernance qui s'avère utile pour les Congolais. Les dépassements budgétaires décriés dans 3 mois. On est allé au-delà même, je crois, de 120%. Ça a choqué les spécialistes de chiffres. Bien entendu. Mais écoute, là, c'est la responsabilité. Ce n'est pas le président qui est le responsable de l'ouvrage. Vous savez, en fait, lorsqu'il y a un marché, il existe des règles de passation de marché. Il y a des règles, n'est-ce pas? Il y a des marchés gré à gré, il y a des marchés par adjudication. C'est-à-dire, il y a plusieurs fournisseurs et on se dit qui est le meilleur à pouvoir rendre tel service dans tel délai avec tel montant. Ben écoute, quand on y travaille, si elle n'est pas la parole de Dieu, on peut avoir sous-estimé quelque chose et on y ajoute. C'est comme ça qu'on appelle de la rétroaction. Oui, mais la rétroaction, c'est la régulation. Le cabinet du chef de l'État coûte cher au trésor public. Vous avez récemment suivi que le niveau de dépenses est un peu exagéré, qui a fait saigner les trésors publics. En 3 mois, tout simplement, au-delà de 100 millions de dollars dépensés déjà. C'est énorme. Dépensés pour payer le personnel? C'est pourquoi les 100 millions? C'est aller au-delà de prévisions. Non, vous avez les prévisions? Excusez, John, vous avez les prévisions? Parce qu'en réalité, je vous aime bien. Hein. Vous êtes parmi les journalistes intelligents dans notre pays. Merci. Est-ce que vous avez les prévisions? Parce qu'en réalité, pour porter un regard regardant par rapport à une action, il faut avoir les prévisions. Et vous regardez les réalisations, vous comparez. Et vous dites, voilà, il y a eu autant d'argent prévu, voilà, on a dépensé autant, c'est que c'est plus de ce qui a été prévu. Il y a beaucoup dépensé, engagé beaucoup de dépenses dans un espace de 3 mois. Et on a peut-être comparé avec Kabila, peut-être nos dépenses qui pouvaient être engagées peut-être pendant... C'est la durée qui a un peu choqué. Mais écoutez, au grand mot, grand remède. Revoir un peu ces dépenses. Au grand mot, grand remède. Parce qu'il y a des gens qui sont dans une sorte de bassesse ou transe lorsque le président se déplace. Regardez combien de problèmes nous avons eus. Il faut dégonfler ces problèmes-là. Il faut dégonfler un certain nombre d'atmosphères de relations politiques avec des voisins, etc., qui ont été à la base de la déstabilisation. Quand vous faites l'analyse coût-bénéfice, vous trouvez que ces déplacements ont un effet, ont une imbrication substantielle sur la vie des citoyens congolais. Bon, les montants, oui, on peut faire attention.
Mais au moins, il y a eu beaucoup d'activités qui ont eu lieu dans une période relativement courte. Et donc, vous n'allez pas dire, prochainement, quand il y aura un gouvernement, quand il y aura des ministres sectoriels, etc., ils vont effectuer des dépenses, des déplacements, le président ne pourra pas le faire. Mais pour l'instant, il doit se déplacer, il doit savoir si les tenants et les aboutissants de ce que représente nos relations, ce que représente en potentialité, ce que représente nos réalisations et nos possibilités. Et le faire en peu de temps exige effectivement qu'on ait un minimum de moyens. La preuve, c'est que quand le président est parti pour la première fois, il est revenu, il a versé l'argent. Qui vous dit que jusqu'à preuve du contrôle... Et après, on n'a rien eu. Ah ben voilà, après, il a interdit. Il dit, quand il dépose, ce n'est pas pour faire la publicité. Et moi, en tant que bon journaliste, il faut aller vérifier au trésor public s'il n'y a pas, n'est-ce pas, le reversement de l'argent. nous dire combien il a Non, il n'est pas là. Il n'est pas habitué à ça. Non. C'est connaître mal notre président. C'est connaître mal notre président. C'est un gars très humble. Il a tendance, il pose des actes, il veut le faire dans la discrétion la plus totale. Et donc, il le fait, mais il ne peut pas. Très bien. Il ne peut pas. On est arrivé à la fin, mais vous n'avez pas respecté les députés que vous avez convoqués. Ça a été décrié, cette attitude chef de l'État à convoquer les députés pour ne pas le recevoir. Quel député? Il y a une délégation de députés qui devait être reçue par lui, convoquée à l'Union africaine, mais le chef a été occupé à autre chose, il prend son avion et... Ça a été mal vu. Mais écoute, oh là là. Bon, c'est très bien, très bien. Écoutez, les députés ont été invités parce qu'il y a une nécessité. Et puis bon, il y a un problème d'agenda et la gestion d'agenda afin que le président se déplace, mais qu'il prenne beaucoup d'improvisation, c'est ça le problème avec le président Félix Tshisekedi. Bon, écoutez, non, c'est pas. Il faut pas. Il n'en fait pas profession, mais il sait qu'il va le recevoir, qu'il termine en urgence ce qu'il est en train de faire. Vous savez que nous sommes vers la fin de 100 jours. Il faut qu'il termine. Finalement, il va venir et en tête reposée. Ces députés seront reçus parce qu'il y a nécessité, il y a urgence, la maison est en péril. On a intérêt à travailler et à discuter avec ces députés qui visiblement sont aussi les outils de cette situation qui risque véritablement d'aggraver la situation déjà précaire. Un mot de conclusion, en quelques secondes? Non, j'ai dit que le 24 avril, c'est le début du déclenchement de la démocratisation de notre pays. La démocratie ne pourrait être oxygénée que lorsque dans les villages, dans les groupements, dans les territoires, dans les communes, tout le monde est debout. Pas laisser seulement les autorités agir, mais aussi la société civile, aussi les fonctionnaires, aussi les paysans, savoir suivre ce qui se passe, ce qui se fait par les autorités et mettant en place un système de surveillance mutuelle. C'est comme ça qu'il y aura rebondissement, c'est comme ça que le dividende va retentir sur tous les citoyens. Mais si on ne le fait pas, la démocratie restera folklorique et on n'en bénéficiera pas. Très bien. Monsieur Norbert Yamba, c'était lui notre invité à l'offensive ce soir, au cadre de l'IDPS. Merci à vous pour l'attention accordée à ces numéros qui sera rediffusé demain jeudi à 9 h. Merci à Maurice Jugando, Guy Lukoki, Aglaï Baïdi pour la réalisation technique. Portez-vous bien. Au revoir.